Une seule phrase prononcée par une grande dirigeante chinoise a suffi à glacer tout un plateau télévisé en Europe. Et pourtant, quelques minutes plus tard, cette même femme, persuadée d'avoir écrasé ses adversaires avec des chiffres, des graphiques et une arrogance parfaitement assumée, allait se retrouver humiliée devant des millions de téléspectateurs. Depuis plusieurs années, dans les grandes destinations touristiques européennes, un changement profond s'opère sous les yeux de tout le monde. Les flux de voyageurs ne ressemblent plus à ceux d'avant. Les touristes américains, britanniques, allemands, japonais ou coréens ne sont plus les seuls à remplir les hôtels, les restaurants, les musées et les boutiques de luxe. Une nouvelle puissance touristique s'est imposée avec brutalité. Les voyageurs chinois fortunés, capables de dépenser en une journée ce que certains foyers européens économisent en plusieurs années. Et dans ce contexte, certains observateurs étrangers ont commencé à regarder la France avec un mélange de fascination, de mépris et d'incompréhension. La France, ce vieux pays que l'on admire pour son histoire, ses musées, ses cathédrales, sa gastronomie, sa mode, ses villages, sa langue, son art de vivre mais que l'on accuse aussi d'être fatigué, bureaucratique, conflictuel, trop fier, trop lent, trop attaché à son passé. Pour certains nouveaux riches du tourisme mondial, la France ne serait plus qu'un décor magnifique, mais dépassé. Un musée à ciel ouvert, utile pour faire des selfies, acheter du luxe et repartir en disant « c'était beau, mais ils vivent encore dans le passé ». C'est précisément cette idée qu'une invitée étrangère, brillante, sûre d'elle et redoutablement préparée, est venue défendre sur un plateau de télévision français. Ce soir-là, dans les studios de la chaîne nationale France Horizon, au cœur de Paris, l'émission de débat la plus regardée du pays, le Grand Face-à-Face, recevait plusieurs invités pour discuter d'un sujet explosif. La France est-elle encore respectée par les touristes étrangers? Le présentateur, Antoine Delmas, était une figure du journalisme français. 30 ans de carrière. Une voix calme, un regard perçant, une réputation d'homme qui ne se laisse jamais impressionner par les puissants. En face de lui se trouvait Claire Zan, vice-présidente Europe d'un immense groupe touristique chinois appelé Dragon Global Travel. Costume haute couture, montre discrète mais hors de prix, sourire maîtrisé, posture parfaite. Tout chez elle respirait la confiance. Derrière Antoine Delmas, un immense écran affichait des graphiques spectaculaires. Une ligne rouge montait presque verticalement, les dépenses des touristes chinois en Europe. Une ligne bleue, plus irrégulière, montrait la stagnation des dépenses moyennes des touristes européens eux-mêmes. Puis une troisième courbe, consacrée à la France, montrait une situation plus complexe, toujours première destination touristique mondiale en nombre de visiteurs, mais confrontée à une concurrence féroce, à des tensions sociales, à la hausse des prix, à une image parfois abîmée par les grèves. Les files d'attente, la saleté de certains quartiers et les débats permanents sur l'insécurité. Antoine Delmas posa alors la question qui allait tout déclencher. Madame Zan, vous accompagnez chaque année des centaines de milliers de voyageurs asiatiques en Europe. Comment analysez-vous l'évolution du tourisme en France? Claire Zam attendait cette question. On aurait presque dit qu'elle s'était préparée pendant des semaines à ce moment précis. Son sourire s'élargit légèrement. Elle inclina la tête, prit une respiration, puis répondit d'une voix douce, mais chargée d'une supériorité à peine dissimulée. Monsieur Delmas, il faut être honnête. La France reste un symbole. Personne ne peut nier son prestige. Paris, Versailles, la Côte d'Azur, les châteaux de la Loire, la Provence, Bordeaux, Lyon. Le Mont-Saint-Michel, tout cela continue de faire rêver. Mais il faut aussi reconnaître que le monde a changé. Aujourd'hui, ce ne sont plus les vieilles puissances européennes qui dictent les règles du tourisme mondial. Ce sont les nouveaux consommateurs internationaux. Et parmi eux, les voyageurs chinois occupent une place centrale. Elle se tourna légèrement vers la caméra, comme si elle voulait parler directement au public français. Les chiffres sont très simples. Les voyageurs chinois dépensent énormément. Ils achètent dans vos boutiques de luxe, remplissent vos grands magasins, réservent vos hôtels 5 étoiles, fréquentent vos restaurants étoilés, paient vos billets de musée, vos chauffeurs privés. Vos croisières sur la Seine. Sans eux, une partie importante de l'économie touristique française souffrirait beaucoup plus qu'elle ne veut l'admettre. Dans le public, quelques murmures se firent entendre. Certains spectateurs semblaient agacés. D'autres, au contraire, hochaient la tête, comme s'ils reconnaissaient une vérité dérangeante. Claire Zam continua, de plus en plus sûre d'elle. Il faut arrêter avec cette illusion romantique selon laquelle les touristes viennent en France uniquement pour admirer l'âme française. Beaucoup viennent parce que la France est une marque. Une marque de luxe. Une marque de prestige. Une marque historique. Mais une marque, si elle ne s'adapte pas, peut perdre sa valeur. Et ce que nous observons, c'est que la France souffre d'un problème profond, elle croit encore que son passé suffit à garantir son avenir. Antoine Delmas resta silencieux. Il savait que cette phrase allait faire réagir. Claire Zam ne s'arrêta pas. Regardez les plaintes de nos clients, attentes interminables, services parfois froids, commerces fermés trop tôt, grève de transport, manque de flexibilité, difficulté à trouver des informations en mandarin, personnel peu formé aux attentes des visiteurs asiatiques. Dans certains hôtels,
Nos clients qui dépensent des dizaines de milliers d'euros ont le sentiment d'être tolérés plutôt que réellement accueillis. Elle marqua une pause, puis lança la phrase qui allait enflammer les réseaux sociaux. La France aime l'argent des touristes étrangers, mais elle n'aime pas toujours les touristes étrangers eux-mêmes. Le plateau devint silencieux. Même Antoine Delma, pourtant habitué aux provocations, leva légèrement les sourcils. Claire Zahn venait d'attaquer frontalement l'un des points les plus sensibles de l'orgueil français, l'accueil, le prestige, la relation entre grandeur culturelle et réalité quotidienne. Elle poursuivit avec une logique implacable. La France est un pays magnifique, mais souvent prisonnier de sa propre légende. Elle veut être admirée, mais elle accepte mal d'être évaluée. Elle veut vendre son art de vivre, mais elle oublie parfois que l'art de vivre commence par le respect du client. Et dans le tourisme moderne, ce n'est pas le pays qui choisit le visiteur. C'est le visiteur qui choisit le pays. À ce moment-là, on aurait pu croire que Claire Zahn avait gagné. Ses chiffres étaient puissants. Son discours était clair. Son ton était dur, mais cohérent. Dans une époque où l'économie semble tout mesurer, elle paraissait avoir une longueur d'avance. Que pouvait répondre un journaliste français à une dirigeante internationale capable de citer des statistiques, des dépenses, des tendances de marché et des témoignages de clients fortunés? Antoine Delma baissa les yeux vers un dossier épais posé devant lui. Il ne semblait ni vexé, ni surpris. Il semblait attendre exactement ce moment. Madame Zahn, merci pour cette analyse. Elle est intéressante. Elle est même nécessaire, parce qu'elle oblige la France à entendre certaines critiques. Mais permettez-moi de vous poser une question simple. La valeur d'un visiteur se mesure-t-elle uniquement à ce qu'il dépense? Claire Zahn eut un sourire prudent. Dans l'industrie touristique, la dépense est un indicateur central. Un indicateur, oui, répondit Delma. Mais pas le seul. Il ouvrit lentement son dossier. Sur la couverture, on pouvait lire « Enquête confidentielle 2026 paroles du terrain, 412 professionnels du tourisme interrogés en France ». Le public se redressa. Claire Zahn, elle, perdit une partie de son sourire. Antoine Delma continua. Pendant 8 mois, notre équipe a interrogé des guides, réceptionnistes, chauffeurs, serveurs, agents de musée, commerçants, responsables d'hôtels, gardiens de monuments et restaurateurs dans plusieurs régions françaises, Paris, Versailles, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Bordeaux. La vallée de la Loire, la Normandie et la Provence. Nous ne leur avons pas demandé quels touristes dépensaient le plus. Nous leur avons demandé quels touristes ils avaient réellement plaisir à accueillir. Et les réponses sont beaucoup plus complexes que ce que vos graphiques laissent entendre. Claire Zahn Serraidit. J'espère que cette enquête respecte une méthodologie sérieuse. Antoine Delma hocha la tête. Échantillons diversifiés, entretiens anonymisés, professionnels de différentes origines, secteurs variés, villes différentes, régions différentes, niveaux de gamme différents. Certains travaillent dans le luxe. D'autres dans le tourisme populaire. Certains accueillent des groupes internationaux tous les jours. D'autres travaillent dans des villages ou des sites patrimoniaux plus modestes. Et justement, ce qui frappe, c'est la convergence des témoignages. Il sortit une feuille. Sur 412 professionnels interrogés, 367 ont exprimé une idée similaire. Les touristes les plus appréciés ne sont pas toujours ceux qui dépensent le plus, mais ceux qui respectent les lieux, les horaires, les personnes et les règles. Le public applaudit doucement. Claire Zahn tenta de garder son calme. C'est une évidence, dit-elle. Mais cela ne change pas le poids économique de nos voyageurs. Antoine Delma la regarda fixement. Non. Mais cela change la définition du respect. Il fit signe à la régie. L'écran géant derrière lui s'alluma. Une vidéo apparut. On y voyait la galerie du Louvre, avec ses couloirs majestueux, ses plafonds décorés, ses foules silencieuses devant les œuvres. Puis apparut un homme d'une 50aine d'années, visage fatigué, cheveux grisonnants, costume simple, badge de guide autour du cou. Voici Philippe Moreau, expliqua Delma. Guide conférencier depuis 18 ans. Spécialiste des groupes étrangers. Il parle français, anglais, espagnol et mandarin. Il travaille régulièrement avec des agences internationales. La vidéo commença. Philippe Moreau regardait la caméra sans chercher à jouer un rôle. Il semblait simplement épuisé par trop d'années à sourire devant des comportements qu'il n'osait plus toujours dénoncer. Au début, dit-il, quand les grands groupes de touristes chinois ont commencé à arriver en masse, nous étions contents. Vraiment. On nous disait, ils vont dépenser, ils vont faire vivre les boutiques, les restaurants, les hôtels. Et c'était vrai. Certains dépensaient énormément. Mais sur le terrain, très vite, nous avons compris qu'un visiteur ne se résume pas à son portefeuille. Dans le studio, Claire Zahn ne bougeait plus. Philippe Moreau poursuivit. Le premier problème, c'était les horaires. Quand un groupe doit se retrouver à 9h devant une entrée du Louvre, vous ne pouvez pas avoir la moitié du groupe à 9h20, puis quelques personnes à 9h40. Puis 2 retardataires à 10h parce qu'ils voulaient encore acheter quelque chose. Un musée, ce n'est pas un centre commercial. Il y a des créneaux, des règles, des réservations, d'autres groupes, d'autres visiteurs.
Il soupira. Ensuite, il y avait le bruit. Je ne veux pas généraliser, évidemment. J'ai rencontré des voyageurs chinois très respectueux, cultivés, charmants. Mais certains groupes étaient extrêmement difficiles. Ils parlaient fort dans des salles où tout le monde essayait de contempler les œuvres. Ils poussaient pour prendre la meilleure photo. Ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait attendre son tour. Devant la Joconde. C'était parfois une bataille. J'avais l'impression de gérer une foule dans une gare, pas de guider des visiteurs dans l'un des plus grands musées du monde. Claire Zam essaya d'intervenir. Ce sont des cas particuliers. Dans tous les pays, il existe des touristes mal élevés. Antoine Delma leva la main, calmement. Laissez-le finir. Vous pourrez répondre ensuite. La vidéo continua. Le plus difficile, dit Philippe Moreau, ce n'était pas seulement le bruit ou les retards. C'était l'attitude. Quand on rappelait une règle, certains répondaient « Nous avons payé ». Comme si payer donnait le droit de tout faire. Comme si le billet d'entrée transformait le patrimoine français en décor privé. J'ai vu des gens franchir des barrières de protection pour se rapprocher d'une œuvre. J'ai vu des perches à selfie utilisées devant des panneaux d'interdiction. J'ai vu des visiteurs se fâcher contre des agents de sécurité parce qu'on leur demandait simplement de respecter les consignes. Son visage se durcit. Et quand vous vivez cela tous les jours, vous finissez par vous poser une question terrible. Est-ce que l'argent compense le mépris? Dans le studio, le silence devint presque pesant. Philippe Moreau raconta ensuite les restaurants. Dans certains restaurants partenaires, le personnel était à bout. Tables laissées dans un état catastrophique, nourriture gaspillée, serviettes jetées par terre, conversation très bruyante, impatience avec les serveurs. Encore une fois, je ne parle pas de tout le monde. Mais quand un comportement se répète groupe après groupe, semaine après semaine, il devient impossible de faire semblant. Il baissa les yeux un instant, puis ajouta. Le tourisme devrait être une rencontre, pas une conquête. Cette phrase fit l'effet d'un coup de tonnerre. Antoine Delma arrêta la vidéo une seconde. Il regarda Claire Zhang. Madame Zan, vous avez dit que la France aime l'argent des touristes étrangers, mais pas toujours les touristes étrangers eux-mêmes. Voici ce que disent des professionnels français. Certains visiteurs aiment le prestige français, mais ne respectent pas toujours la France elle-même. Le public réagit immédiatement. Quelques applaudissements éclatèrent. Claire Zhang serra les lèvres. Elle comprit que le débat avait changé de terrain. Elle n'était plus en train de parler de chiffres. Elle devait maintenant répondre à des voix humaines. Mais Antoine Delma n'avait pas terminé. Le plus intéressant, c'est que Philippe Moreau a ensuite vécu une expérience qui a bouleversé sa manière de voir les choses. Il relança la vidéo. Philippe Moreau inspira profondément. Sun expression, John Hare. Son visage, jusque-là marqué par la fatigue, sembla s'adoucir. Un jour, après une visite particulièrement difficile avec un groupe très riche mais très exigeant, on m'a confié un autre groupe le lendemain matin. C'était un groupe de voyageurs canadiens francophones, des Québécois, accompagnés de quelques Belges et Suisses qui visitaient la France pour la première fois dans le cadre d'un circuit culturel. Honnêtement, j'étais épuisée. Je pensais, encore un groupe, encore des problèmes, encore des retards, encore des plaintes. Il sourit faiblement. Le rendez-vous était fixé à 8h55 près de la pyramide du Louvre. Je suis arrivée 5 minutes en avance, comme toujours. Et là, surprise, tout le groupe était déjà là. Pas dispersé, pas bruyant, pas en train de bloquer le passage. Ils étaient rangés sur le côté, pour ne pas gêner les autres visiteurs. Certains parlaient doucement. D'autres regardaient le bâtiment avec une émotion visible. Philippe Moreau marqua une pause. Une dame d'environ 70 ans s'est avancée vers moi et m'a dit avec un accent québécois magnifique. « Monsieur Moreau, merci de nous accueillir chez vous. On sait que le Louvre, ce n'est pas juste un musée, c'est une partie de votre histoire. » Il eut les yeux brillants. Cette phrase m'a touché plus que je ne saurais l'expliquer. Parce qu'elle contenait quelque chose que beaucoup oublient, quand on visite un pays, on entre dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Dans le studio, même certains techniciens semblaient immobiles. Philippe continua. Pendant toute la visite, ils ont été d'une attention incroyable. Ils posaient des questions, mais sans jamais monopoliser. Ils attendaient leur tour. Ils laissaient passer les familles, les personnes âgées, les enfants, devant les œuvres. Ils ne cherchaient pas seulement à prendre une photo. Ils regardaient. Vraiment. Je me souviens d'un homme qui est resté plusieurs minutes devant la liberté guidant le peuple. Il m'a dit, chez nous aussi, on comprend ce que ça veut dire de défendre une langue, une mémoire, une dignité. Il sourit. À midi, nous sommes allés déjeuner dans un petit restaurant partenaire, pas un palace, pas une adresse de luxe. Un vrai bistrot parisien. Ils ont remercié les serveurs. Ils ont demandé comment prononcer correctement les noms des plats. Ils ont goûté sans mépris. Même quand quelque chose les surprenait, ils ne se moquaient pas. Ils disaient, c'est différent, racontez-nous. À la fin du repas, la table était propre, les chaises rangées, et le chef est venu me dire, Philippe, si tous les groupes étaient comme ça, je reprendrais goût au tourisme.
Antoine Delma observait Claire Zahn. Elle ne souriait plus du tout. La vidéo continua. À la fin de la journée, une autre dame m'a donné une petite carte. Elle avait écrit en français « Merci de nous avoir fait aimer la France non pas comme une carte postale, mais comme une maison vivante. » Je l'ai gardée. Elle est encore dans mon bureau. Philippe Moreau se tut quelques secondes. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Certains visiteurs dépensent beaucoup, mais ne laissent derrière eux que de la fatigue. D'autres dépensent moins, mais laissent un souvenir lumineux. Pour un guide, pour un serveur, pour un chauffeur, pour un agent d'accueil. Cela compte énormément. On ne se souvient pas seulement de la somme payée. On se souvient de la manière dont on a été traité. La vidéo s'arrêta. Le plateau était figé. Antoine Delma reprit la parole. Voilà la question que pose cette enquête. La France doit évidemment améliorer son accueil. Oui, il faut mieux former, mieux organiser, mieux traduire, mieux adapter certains services. Oui, les Français peuvent être froids, impatients, parfois arrogants eux aussi. Il ne s'agit pas de nier nos défauts. Mais il faut aussi dire autre chose, l'accueil est une relation. Il ne dépend pas seulement de celui qui reçoit. Il dépend aussi de celui qui arrive. Cette phrase provoqua une salve d'applaudissements. Claire Zahn tenta de reprendre le contrôle. Monsieur Delma, je respecte ce témoignage, mais il reste émotionnel. L'économie touristique fonctionne avec des réalités financières. Les hôtels, les commerces, les musées ont besoin de recettes. Bien sûr, répondit Delma. Mais une société ne peut pas vendre son âme au nom des recettes. Le choc fut immédiat. Claire Zahn leva les yeux. Personne ne parle de vendre son âme. Peut-être pas directement, dit Delma. Mais lorsque vous affirmez que ceux qui dépensent le plus devraient imposer leurs attentes, vous inversez le sens du voyage. Voyager, ce n'est pas acheter un pays. Ce n'est pas louer une civilisation pendant 3 jours. Ce n'est pas transformer Paris, Versailles ou la Provence en accessoire de prestige personnel. Voyager, c'est accepter d'être déplacé, surpris, parfois contrarié. C'est apprendre que le monde ne se plie pas toujours à vos habitudes. Le public applaudit plus fort. Et c'est là que l'émission prit une dimension internationale. Car Antoine Delma ne se contenta pas du témoignage d'un guide français. Il présenta ensuite une série de réactions venues d'étrangers vivant en France ou travaillant dans le tourisme européen. Une restauratrice italienne installée à Lyon expliqua que les touristes qu'elle préférait n'étaient pas ceux qui commandaient les bouteilles les plus chères, mais ceux qui prenaient le temps de demander l'histoire d'un plat. Un chauffeur marocain à Paris raconta qu'il avait transporté des milliardaires insupportables et des étudiants modestes d'une politesse inoubliable. Une réceptionniste espagnole à Nice affirma que les clients les plus riches étaient parfois les plus difficiles, tandis que certains voyageurs ordinaires la remerciaient avec une chaleur qui lui redonnait foi dans son métier. Puis apparut le témoignage d'une Américaine, Emily Carter, professeure d'histoire de l'art à Boston, qui avait organisé un voyage d'étudiants en France. Ce qui m'a frappé en France, disait-elle, ce n'est pas seulement la beauté. C'est la densité. Chaque rue semble contenir plusieurs siècles. Mais beaucoup de touristes ne voient pas cela. Ils veulent seulement prouver qu'ils y étaient. Ils photographient tout. Mais ils ne regardent rien. Ils consomment le décor, mais ils ne rencontrent pas le pays. Ces mots circulèrent immédiatement sur les réseaux sociaux. Un autre témoignage, celui d'un Japonais installé à Strasbourg, fit aussi beaucoup réagir. La France est parfois difficile à comprendre. Les horaires, les grèves, les discussions politiques permanentes, le rapport au service, tout cela peut surprendre. Mais ce pays a quelque chose de rare, il oblige à ralentir. Il oblige à parler, à écouter, à comprendre les nuances. Ceux qui viennent seulement pour acheter du luxe passent à côté de l'essentiel. Claire Zahn semblait désormais isolée. Elle avait commencé l'émission en position de force, armée de chiffres et de certitudes. Mais face à ces témoignages, son discours paraissait soudain brutal, presque pauvre. Elle parlait de dépenses. Les autres parlaient de dignité, de mémoire, de respect. Antoine Delma revint vers elle. Madame Zahn, le monde entier connaît la puissance économique de votre marché. Personne ne la conteste. Mais cette puissance donne-t-elle automatiquement le droit de juger les autres cultures avec condescendance? Claire Zahn répondit froidement. Je ne juge pas. J'analyse. Non, replicò Delmas. Vous avez dit que la France était prisonnière de sa légende. Peut-être. Mais n'êtes-vous pas, vous aussi, prisonnière d'une autre légende? Celle qui affirme que la richesse nouvelle peut regarder les vieilles civilisations d'eau simplement parce qu'elle achète plus vite, plus cher, plus massivement. Le plateau explosa d'applaudissements. Claire Zahn voulut parler, mais hésita. Pour la première fois, elle semblait chercher ses mots. Antoine Delma poursuivit, plus grave. La France n'est pas parfaite. Les Français le savent mieux que personne. Nous sommes probablement le peuple qui critique le plus son propre pays. Nous nous plaignons de nos trains, de nos administrations, de nos impôts, de nos dirigeants, de nos villes, de nos campagnes, de nos restaurants, de nos voisins. Mais il y a une chose que beaucoup d'étrangers découvrent en venant ici,
derrière cette façade râleuse, il existe une profondeur, une exigence, un refus de réduire la vie à l'efficacité et l'argent. Il se tourna vers la caméra. Et peut-être que c'est cela qui dérange certains visiteurs. La France ne se laisse pas totalement consommer. Elle résiste. Elle oblige le touriste à comprendre qu'il n'est pas seulement un client. Il est aussi un invité. Cette phrase devint, dès le lendemain, l'un des extraits les plus partagés de l'émission. Mais le moment le plus fort arriva à la fin. Antoine Delmas demanda à Philippe Moreau, présent en duplex depuis le Louvre, de conclure avec ses propres mots. Le guide apparut de nouveau à l'écran. « Je ne veux humilier personne, dit-il. Je ne veux pas dresser les peuples les uns contre les autres. J'ai guidé des Chinois merveilleux, des Américains insupportables, des Français malpolis, des Allemands adorables, des Italiens bruyants mais généreux, des Japonais d'une délicatesse incroyable, des Espagnols chaleureux. Des Québécois bouleversants. Les comportements ne sont jamais enfermés dans un passeport. Mais il y a une chose que je veux dire, le respect se voit tout de suite. » Il regarda la caméra avec une intensité calme. On le voit dans la ponctualité. On le voit dans la manière de parler à un serveur. On le voit dans la façon de traverser une salle de musée. On le voit quand quelqu'un accepte une règle même si elle le dérange. On le voit quand un visiteur comprend qu'il marche dans un lieu qui ne lui appartient pas. Il fit une pause. Et quand un groupe étranger arrive en France avec cette attitude, alors quelque chose de magnifique se produit. Les Français, même ceux que l'on dit froids, Rent. Ils racontent. Ils partagent. Ils donnent plus que ce qui était prévu. Parce qu'ils sentent que leur pays n'est pas traité comme un produit, mais comme une histoire. Ces mots firent taire tout le plateau. Claire Zam, elle, avait perdu son assurance. Ce n'était pas une défaite spectaculaire, avec des cris ou des insultes. C'était pire, une défaite silencieuse. La défaite de quelqu'un qui découvre que ces chiffres ne suffisent pas à expliquer le monde. Le lendemain, les réactions furent immenses. Sur les réseaux sociaux français, beaucoup applaudirent Antoine Delmas. Certains écrivirent « Enfin quelqu'un le dit, être riche ne donne pas le droit d'être méprisant. » D'autres ajoutèrent « La France doit améliorer son accueil, oui. Mais les touristes doivent aussi apprendre le respect. » Dans les commentaires, des guides, des serveurs, des réceptionnistes, des chauffeurs VTC et des agents de musée racontèrent leurs propres expériences. Un serveur de Saint-Germain-des-Prés écrivit « Le meilleur client n'est pas celui qui laisse le plus gros pourboire. C'est celui qui vous regarde comme un être humain. » Une employée d'hôtel à Bordeaux témoigna « J'ai vu des clients très riches traiter le personnel comme des meubles. Et j'ai vu des familles modestes nous remercier avec une gentillesse qui nous faisait oublier la fatigue. » Un guide à Versailles déclara « Le patrimoine français ne se visite pas avec arrogance. On peut ne pas tout comprendre, mais on peut toujours respecter. » À l'étranger aussi, l'émission fit du bruit. En Allemagne, certains commentateurs saluèrent le rappel à l'ordre français, estimant que la discipline, la ponctualité et le respect des espaces publics sont des valeurs universelles, pas des détails culturels. En Italie, des professionnels du tourisme expliquèrent qu'ils vivaient les mêmes tensions à Rome, Florence et Venise. En Espagne, plusieurs médias reprirent la phrase « On ne voyage pas pour acheter un pays ». Au Japon, des internautes soulignèrent que la politesse d'un voyageur devient souvent l'image entière de son peuple. Au Canada, beaucoup furent touchés par le passage sur les Québécois, vus comme des visiteurs capables d'aimer la France sans l'idéaliser ni la mépriser. Et en France, le débat prit une tournure encore plus profonde. Car au fond, cette émission ne parlait pas seulement de touristes chinois, de clients riches ou de guides fatigués. Elle parlait d'une question beaucoup plus grande. Qu'est-ce qui fait réellement la puissance d'un pays? Est-ce le PIB? Le nombre de milliardaires? La capacité à remplir les boutiques de luxe? Le montant dépensé dans les palaces? Le pouvoir d'achat d'une classe moyenne supérieure? Les chiffres de croissance? Les courbes rouges sur un écran? Ou bien existe-t-il une puissance plus discrète, plus lente, plus difficile à mesurer, mais beaucoup plus durable? La puissance d'un pays, c'est peut-être aussi la façon dont les étrangers se sentent en le quittant. Pas seulement ce qu'ils ont acheté, mais ce qu'ils ont compris. Pas seulement les photos qu'ils ont prises, mais les silences qu'ils ont respectés. Pas seulement les monuments qu'ils ont vus, mais les personnes qu'ils ont rencontrées. La France, avec tous ses défauts, continue de provoquer cela. Elle agace, elle fascine, elle fatigue, elle émerveille. Elle peut être lente, compliquée, contradictoire, orgueilleuse, parfois injuste. Mais elle reste un pays qui force le visiteur à sortir de la simple consommation. On ne comprend pas la France en courant d'une boutique de luxe à un monument célèbre. On la comprend en acceptant ses nuances, un café en terrasse, une discussion interminable, une petite librairie, un marché de village, un serveur un peu sec qui finit par sourire, un vieux monsieur qui explique l'histoire d'une rue, une boulangère fière de son pain. Une guide qui parle d'un tableau comme d'un membre de sa famille. C'est cela que certains étrangers perçoivent immédiatement. Et c'est cela que d'autres ne verront jamais, même avec des valises remplies de produits de luxe. La conclusion la plus brutale de cette affaire est peut-être celle-ci. Il existe des visiteurs qui enrichissent économiquement un pays, mais l'appauvrissent humainement par leur comportement.
Et il existe des visiteurs qui dépensent peu, mais qui honorent un pays par leur attitude. Dans un monde obsédé par les chiffres, cette nuance paraît presque révolutionnaire. Claire Zam avait voulu démontrer que la France dépendait des touristes riches. Antoine Delma et les professionnels du terrain ont rappelé une vérité plus dérangeante. Un pays peut avoir besoin d'argent sans accepter d'être méprisé. Un peuple peut accueillir le monde sans se mettre à genoux devant ceux qui paient le plus. Et un patrimoine peut être ouvert à tous sans devenir la propriété morale de ceux qui dépensent davantage. C'est pourquoi cette émission a autant marqué les esprits. Parce qu'elle a remis à sa place une arrogance devenue trop banale, celle qui confond puissance économique et supériorité humaine. Celle qui croit que la carte bancaire peut remplacer l'éducation. Celle qui imagine qu'un client riche a toujours raison, même lorsqu'il piétine les règles, les lieux et les personnes. La France a beaucoup à corriger, bien sûr. Personne ne devrait utiliser cette histoire pour prétendre que tout va bien. L'accueil touristique français doit parfois progresser. Les infrastructures doivent être plus lisibles. Les grandes villes doivent être plus propres. Les services doivent mieux comprendre les attentes internationales. La sécurité, les transports, les langues étrangères, les horaires, la formation, tout cela compte. Mais l'autre moitié de la vérité doit aussi être dite. Venir en France, ce n'est pas entrer dans un centre commercial décoré avec des monuments anciens. C'est entrer dans un pays vivant, avec ses règles, sa mémoire, ses habitants, ses fragilités et sa fierté. Et si certains visiteurs étrangers repartent bouleversés par la France, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont vu la tour Eiffel illuminée. C'est parce qu'ils ont senti qu'ici, quelque chose résiste encore à la réduction du monde en marché. Voilà pourquoi la phrase de Philippe Moreau a traversé les frontières. Quand on visite un pays, on entre dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Cette phrase devrait être affichée dans tous les aéroports du monde. Parce qu'elle rappelle qu'un voyage n'est pas un acte de domination. Ce n'est pas une preuve de richesse. Ce n'est pas un concours de dépenses. C'est une rencontre. Et comme toute rencontre, elle demande de l'humilité. À la fin, la vraie question n'est donc pas « quel touriste dépense le plus en France ?» La vraie question est « quel touriste la France a-t-elle envie de revoir ?» Et à cette question, les professionnels du terrain ont répondu sans hésiter. Ceux qui respectent, ceux qui écoutent, ceux qui remercient, ceux qui comprennent qu'un pays ne s'achète pas. C'est peut-être cela, la vraie puissance française. Non pas être aimé par tout le monde. Non pas plaire à tous les marchés. Non pas se transformer pour satisfaire toutes les fortunes. Mais rester assez forte pour rappeler au monde qu'il existe des choses que l'argent ne peut pas acheter. La dignité, la mémoire, la politesse, la culture et le respect. Dans cette affaire, une dirigeante étrangère est venue avec des chiffres pour prouver que la France était dépassée. Elle est repartie confrontée à une vérité beaucoup plus grande. Un pays n'est jamais seulement ce qu'il vend. Un pays, c'est aussi ce qu'il inspire. Et malgré toutes les critiques, malgré les défauts, malgré les contradictions, la France inspire encore quelque chose que les graphiques ne savent pas mesurer. C'est pour cela que tant d'étrangers continuent de venir. Et c'est pour cela que les plus respectueux d'entre eux, souvent, repartent avec bien plus qu'une photo devant la tour Eiffel. Ils repartent avec le sentiment d'avoir touché une histoire vivante. Et ce sentiment-là, aucune fortune ne peut l'acheter.